c'est l'invité café. Jérémy Tortera, bonjour. Bonjour. Alors donc l'ISPF vient de révéler les résultats et les chiffres de l'emploi. Alors on dit de la Polynésie française, mais en fait là pour le moment ils sont partiels puisqu'ils concernent les îles du Vent et les îles sous le vent, c'est cela ? Tout à fait, l'enquête qu'on a réalisée l'année dernière c'était sur l'ensemble du territoire, mais Oui. pour l'instant on a seulement publié les chiffres dans l'archipel de la Société. Les chiffres des autres archipels, normalement on devrait les publier courant mai. D'accord, Pour avoir pourquoi ne pas avoir attendu ? On a bien attendu 30 ans pour les avoir finalement les chiffres de l'emploi. Effectivement, la dernière enquête date de presque 25 ans. Donc là, l'idée, c'était quand même de les publier quand même relativement rapidement, d'autant que la deuxième enquête, puisque cette enquête devient annuelle, pour pouvoir suivre année après année l'évolution du marché du travail, ça permet de remettre un petit coup de projecteur avant le lancement de la deuxième enquête qui commence dans moins d'un mois maintenant. Dans moins d'un mois. Alors, on va plonger donc dans les résultats concernant, on disait donc les îles du Vent et les îles sous le vent. Quels sont les chiffres clés à retenir de cette dernière enquête ? Alors, il y en a plusieurs. Celui qui fait... alors, il y a déjà le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de personnes qui ont un emploi dans l'ensemble de la population en âge de travailler, entre 15 et 64 ans. C'est assez standardisé comme ça. Donc, il y a 51% de gens qui occupent un emploi. Donc, c'est-à-dire qui travaillent contre rémunération. En fait, l'emploi, là aussi, il y a des définitions précises données par le Bureau international du travail. On va y revenir. Et donc, alors, justement, on va en parler tout de suite de cette question de définition. Qu'est-ce qu'il faut entendre par chômeur, par demandeur d'emploi ? Là, vous avez les chiffres sur les chômeurs, c'est ça ? Oui, et les chômeurs, là aussi où on applique, en fait, avec l'enquête qu'on a mis en place, les définitions standardisées au niveau international de ce que c'est un emploi, de ce que c'est un chômeur. Parce que là, effectivement, on met des définitions précises derrière. Un demandeur d'emploi, finalement, ça c'est quelqu'un qui souhaite un emploi, mais qui est peut-être déjà en emploi, mais qui souhaiterait en changer, qui fait des démarches pour changer d'emploi. Ce n'est pas un chômeur. C'est pas forcément un chômeur. C'est pas obligatoirement un chômeur. Et de la même manière, quelqu'un qui souhaite travailler, c'est pas forcément un chômeur. Alors là, c'est juste un petit truc justement assez précis dans les définitions de mobilité. Un chômeur, c'est quelqu'un, évidemment, qui n'a pas d'emploi, qui en souhaite un, qui fait des démarches actives pour trouver un emploi, qui poste des petites annonces, qui consulte ou qui répond à des petites annonces, qui fait des démarches directes auprès d'employeurs ou des démarches directes pour avoir des financements s'il veut être patenté, par exemple, et qui est disponible immédiatement pour travailler. C'est une définition un petit peu économique, mais qui permet d'avoir des résultats complètement comparables aux autres territoires où on fait ce genre d'enquête, c'est-à-dire c'est-à-dire toute la zone française, mais tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, où on applique précisément les définitions du Bureau international du travail. Et effectivement, et ce qui donne des chiffres qui sont un peu différents de ce qu'on avait dans les dernières années où on exploitait le recensement, puisqu'il y a des questions sur l'emploi dans le recensement. Mais par exemple, le chômeur est presque défini comme un statut. On peut par exemple être étudiant et chômeur dans le recensement, alors qu'on peut être étudiant, chercher à avoir un emploi pour financer ses études et avoir les deux situations en même temps. Et ça ne permet pas de l'analyser, le recensement. Mais avec l'enquête, on peut le faire, et ce qui nous permet d'avoir des chiffres qui sont plus précis. Le recensement, c'est très bien, mais on a besoin d'enquêtes particulières pour étudier les phénomènes sociaux quand on va aller dans le détail. Donc là, on est sur un bassin, donc les îles du Vent, les îles sous le vent, un bassin qui représente combien de personnes ? Ça représente, en tout cas pour la population en âge de travailler, c'est à peu près 166 000 personnes. Donc c'est pour arrondir un peu les chiffres, pour les ordres de grandeur, c'est presque 90% de la population de la Polynésie. À peu près la même chose pour l'emploi. Et c'est aussi pour ça que c'est les premiers chiffres qu'on publie. En fait, c'est ceux qui sont, qui sont les plus marquants par rapport à l'ensemble du territoire. Par rapport aux précédentes études qui ont été faites, donc il n'y en a pas eu beaucoup sur l'emploi, finalement, ce qui saute aux yeux, là, c'est quoi ? Ce qui se démarque complètement par rapport aux précédentes études ? Par rapport aux précédentes études à partir du recensement, mais en fait là, c'est que finalement, contrairement aux idées reçues, en fait le chômage, mais cette fois mesuré au sens économique, est moins important que ce qu'on imagine. Il s'établit à 14,7 de la population active. Bon, à côté de ce taux de chômage relativement plus faible que ce à quoi pas mal de gens s'y pensaient, il y a quand même un halo autour du chômage. Ce qu'on appelle le halo, en fait, c'est des situations qui ressemblent à des situations de chômeurs, mais qui ne sont pas comptabilisées comme telles. C'est quoi, les emplois précaires Non, ça c'est que des gens qui ont pas d'emploi, mais par exemple des chômeurs découragés, c'est-à-dire qui ne recherchent plus activement d'emploi parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'en trouveront pas, ou alors des mères de famille qui s'occupent d'enfants, en fait, qui seraient tout à fait prêtes à prendre un emploi, mais qui ne sont pas disponibles rapidement pour le prendre et qui sont écartés des statistiques du chômage. Mais avec le halo, ça permet quand même de compter un peu toutes ces situations-là, qu'il est important de compter pour avoir éventuellement des politiques publiques ciblées pour elles.
Alors, ce qui n'est pas surprenant, c'est que bon, les personnes non qualifiées, hein, on le voit dans cette enquête, ou alors d'un certain âge, donc ont du mal à retrouver un emploi. Les personnes peu qualifiées et les jeunes, on a vu que chez les jeunes, c'est pas le plein emploi, loin de là. Loin de là. En fait, chez les jeunes, effectivement, en fait, chez les jeunes d'ailleurs, il y a deux sous-populations différentes. Il y a une population qui prend tout de suite une trajectoire professionnelle assez sécurisée, qui est diplômée, qui a des postes en CDI ou dans la fonction publique, et à côté une population effectivement plus au chômage, nettement plus au chômage, et également quand elle travaille sur des emplois beaucoup plus précaires. On a qualifié des emplois fragiles pour éviter l'emploi du mot précaire, qui est un quasi-concept dans les statistiques sociales, qui regroupe les gens qui sont en contrat très court, en intérim, en contrat saisonnier, dans l'informel. Et ça, en fait, chez les jeunes, c'est 28% des jeunes en emploi, contre 14% situés dans la population en âge de travailler en général. Donc on voit bien, en fait, il y a quand même pour les jeunes des difficultés, pour une certaine partie des jeunes, en tout cas une certaine difficulté pour s'insérer dans le marché du travail. Vous êtes intéressé par exemple à ceux qui ont des emplois, j'utilisais le mot précaire tout à l'heure, mais des emplois justement qui ne sont pas stables. Oui, c'est ce qu'on a justement voulu qualifier par les emplois fragiles. Donc 15% à peu près en population générale, et les femmes ne sont pas plus touchées que les hommes. Souvent, en fait, les femmes sont souvent dans des situations un peu plus précaires. Ce n'est pas le cas, en fait, dans ce qu'on constate dans les îles de la société. Mais c'est vraiment ciblé sur les jeunes, l'emploi précaire. D'accord. Donc, on peut pas... Vous avez été par catégorie, vous avez travaillé par catégorie. On ne peut pas dire que les femmes, donc, sont plus lésées. De ce point de vue-là, non. Mais cela dit, les femmes, ce qu'on remarque dans l'étude, et peut-être on fera sûrement une étude un peu plus ciblée sur l'emploi des femmes et sur l'emploi des jeunes au cours de l'année. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'elles sont beaucoup moins en emploi, les femmes, nettement moins que les hommes, et plus au chômage. Et en particulier, à partir du début de leur vie familiale, à partir de 25 ans, leur taux d'activité commence à décrocher complètement. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les femmes dans le halo autour du chômage. En fait, en général, elles souhaiteraient bien avoir un emploi, mais elles parlent souvent en fait des enfants à garder ou des personnes âgées à s'occuper, et ce qui les empêche de prendre rapidement un emploi et de se projeter dans le marché du travail. Alors un autre constat que vous faites, c'est que les fonctionnaires d'État amplifient, vous dites, le taux d'emploi des personnes nées en dehors de la Polynésie française. En fait, l'idée, c'était un petit peu de déminer ce sujet un petit peu sensible de l'emploi des natifs versus l'emploi des non-natifs de Polynésie française. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit dans les chiffres que les non-natifs sont plus en emploi et moins au chômage que les natifs de Polynésie française. Mais ce qui explique largement cette différence de position, c'est qu'une grande partie des non-natifs sont en emploi dans la fonction publique d'État, qui recrutent sur l'ensemble du territoire national, donc par exemple les enseignants ou les militaires. Et de la même manière, il y a un certain nombre d'emplois de niche où l'emploi local n'a pas pu pourvoir les postes et où du coup ça s'est ouvert à l'extérieur. Mais c'est dans tous les cas des gens qui n'ont pas nécessairement plus de facilité pour s'insérer une fois sur place. En fait, les recrutements se font ab initio, en fait. C'est-à-dire avant l'arrivée sur le territoire pour pas mal de gens. L'arrivée sur le territoire polynésien, c'est quand même un sacrifice. En fait, on va très loin et ça coûte cher. Et en fait, c'est des gens qui ne s'installeraient pas nécessairement en Polynésie française, en dehors de la situation de la fonction publique d'État ou de recrutement très très spécifique. Et on voit d'ailleurs que c'est souvent des décisions de couple et où le conjoint, en fait, reste inactif et ne cherche pas particulièrement à s'insérer sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage, du coup, des demandeurs actifs d'emploi est très faible dans la population des non-natifs. Une activité beaucoup plus faible, donc plus de chômeurs, dans la zone rurale de Tahiti et à Moorea. Oui, ça c'est un des résultats assez marquants de cette étude-là, où on aurait pu imaginer que dans les îles, la situation de l'emploi était plus dégradée. En fait, c'est des fois un petit peu le discours qu'on entend. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en tout cas, là, dans la situation des îles de la société, l'endroit où les indicateurs de l'emploi sont assez dégradés, c'est dans la zone rurale de Tahiti. Alors que entre la zone urbaine de Tahiti et les îles sous le vent, les situations sont très comparables. Mais évidemment, c'est tiré aussi par la situation à Bora, avec un emploi très dynamique avec le secteur touristique, et aussi à Raiatea, avec les emplois administratifs qui sont implantés. Si on se résume, donc le taux de chômage, on l'a vu, contenu à 14,7%, mais si on prend les emplois, donc tous ces emplois, vous le soulignez dans cette étude, il y a de nombreux emplois fragiles. C'est quoi? C'est les toutes petites et moyennes entreprises qui sont dans lesquelles où les gens travaillent le plus? Là, pour le coup, on n'a
pas croisé dans cette toute première étude. Encore une fois, on va approfondir pas mal de thématiques tout au long de l'année. On n'a pas vraiment regardé avec la taille de l'entreprise. Mais effectivement, en fait, ce taux de chômage assez faible laisse imaginer une situation assez positive. Mais on a essayé d'être assez nuancé dans cette étude parce que tout n'est pas positif. En fait, il y a des choses positives, mais il y en a d'autres qui demandent à être approfondies. Effectivement, un taux de chômage relativement contenu par rapport à ce à quoi on s'attendait, mais un halo très fort, de la précarité de l'emploi, en particulier pour les jeunes. Donc en fait, là, c'est une situation comme souvent en fait où on peut jamais faire de cocorico ou avoir une vision complètement pessimiste. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité Jérémy Tortera. Je rappelle que vous êtes conseiller technique donc à l'Institut de la statistique de la Polynésie française. On se donne rendez-vous donc quand pour la prochaine étude sur l'emploi? La prochaine, il y en aura tout au long de l'année, encore une fois, sur les résultats de cette première enquête. Donc, je pense que les prochains résultats qu'on publiera, ça sera courant mai sur les archipels avec une étude globale de ce type-là. Et tout au long de l'année, des études thématiques, j'imagine, sur les emplois fragiles, sur l'emploi des femmes, sur l'emploi des jeunes en particulier. On va essayer de structurer ça au fur et à mesure de l'année avec les collègues de l'SPF. Et faire en sorte que tous les ans, donc, vous arriviez à publier, c'est ça, les chiffres de l'emploi. C'est l'idée à terme, comme en France métropolitaine, comme dans les départements d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie maintenant, d'avoir un suivi annuel du marché de l'emploi. Merci encore. Demain, vendredi, c'est Caroline Bravy, présidente de l'association Entre deux mondes, qui sera notre invitée café à propos de la journée consacrée à l'autisme ce dimanche. L'association Entre deux mondes qui compte dans ses rangs une vingtaine de familles. Merci beaucoup, Jérémy Tortera. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.